Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, c'est le premier bloc, l'after. Nous sommes ensemble comme tous les lundis entre 20h, rediffusion à 22h, rediffusion demain mardi 6h du matin, puis 13h. Le premier bloc, l'after, avec aujourd'hui, on le dévoile immédiatement, un invité d'honneur, c'est le président de Fribourg-Gotteron, c'est Hubert Weber. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation tardive, mais ce sont aussi les événements finalement qui ont un peu précipité les événements. Et puis aujourd'hui, on est content de retrouver Christian Ponty, fidèle parmi les fidèles. Et puis, bonsoir Ducas. Et puis alors, on a un revenant qui n'était pas là vendredi parce qu'il s'est perdu dans la campagne aux alentours de Reims pour Je buvais du champagne. Ouais, pour de sombres sélections avec l'équipe des 50 ans de hockey de France, équipe de France hockey inline des 50 ans. Vous allez faire ces championnats du monde ou pas alors, comme joueur? La liste, elle tombe mercredi. Donc j'arrive pas à dormir là depuis. Ouais, vous êtes sous pression, mais c'était très très sympa. J'ai retrouvé beaucoup d'amis, des gens que j'avais pas vus depuis 25 ans, donc c'était vraiment un très bon moment. Par contre, il y avait pas de réseau. Ah oui, et c'est pour ça que finalement c'est le vous Nord. avez fait. C'est le Nord. C'est le Nord. Voilà. On est dans le Nord. Mais on a très bien vécu l'émission sans vous. Ouais, rassurez-vous. Donc j'ai entendu ça. Bien, messieurs, comme d'habitude, nous allons commencer. Je vais vous demander déjà quels sont vos titres, Laurent. Qu'avez-vous retenu? Casque d'or, casque de plomb, mais surtout, on a quelques questions des auditeurs. La qualification de Berne, évidemment, les affiches d'écart, les play-outs qui commencent, et puis finir avec Monsieur le Président. Et puis évidemment, parler un peu de Ligue B et de MySport League. Ouais. Christian? Ouais, moi dans les faits marquants, mis à part ce que Laurent vient de dire, donc en gros l'actualité, il y a quand même un autre fait marquant, c'était la signature d'Holden à Davos. Donc pour moi, je pense que c'est un choix judicieux, on verra. Autrement, j'avais un petit mot sur Berne. J'ai bien aimé l'interview de Chervet. Qui a dit on est prêt avec le nez pété. Ça fait non mais le message est clair. Et Berne, j'aimerais pas aller choper maintenant en playoff, très franchement. Donc voilà, ça m'a un peu marqué. Et puis autrement, je crois la conférence de presse du Lausanne. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'allais dire également. Hubert Weber, mis à part malheureusement l'élimination de Fribourg-Gotteron, vous avez eu quand même la possibilité de vous intéresser à quelque chose. Est-ce que quelque chose vous a marqué ces dernières heures ou ces derniers jours dans le monde du hockey sur glace, voire ailleurs? Oui, évidemment, à part toutes les interviews vendredi passé. Ça devient répétitif. Oui, j'ai évidemment regardé le match Kloten-Berne. Oui, j'étais impressionné par Berne, il faut dire. J'attendais pas qui passe si bien. Oui, la machine qui est repartie. Alors, Laurent, on commence tout de suite avec le casque d'or. Allons-y. Ouais, alors moi... Allez, on se fait plaisir pour commencer. Un joueur que j'adore, mais Romagnesi, le capitaine des Predators, 600 points. C'est tout simplement exceptionnel. 157 buts, 443 assists en 824 matchs. Soit un ratio de 0,73 points par match pour un défenseur en NHL. C'est tout simplement hallucinant. Il a toujours la même franchise. Et il lui reste encore 5 années de contrat. Donc il a encore de belles années devant lui. On espère simplement qu'il ne se qualifie pas. Mais ça, c'est pour l'équipe nationale et qu'il soit au championnat du monde. Parce que ce qu'il est en train de réaliser, c'est tout simplement exceptionnel. Ouais. Christian? Alors moi, mon casque d'or, c'était 2 casques d'or. Et un, c'était Josi. Alors, je ne vais pas répéter ce que Laurent vient de dire. Et puis l'autre, en fait, c'est Nico Hischier qui a battu son record de points en saison. Il est passé à 61, mais il reste 14 matchs à jouer. Il est dans l'équipe en reconstruction idéale parce que ils avaient annoncé une reconstruction sur 4 ans. Ils sont vraiment très en avance. Lui aussi, il est capitaine. A raison, visiblement. Hein. C'est comme un gars qui a les mêmes qualités de leader qu'un Josi parce qu'il joue dans les deux sens. Il joue aussi bien en défense qu'en attaque. Et puis, il fait partie de cette génération de sportifs dorés qu'on a eu comme Federer. Maintenant, on a Audi au ski et puis Odermatt. Et puis, Josi et puis justement Nico Hischier. Donc, il faut vraiment qu'on en profite. Puis après, juste pour ajouter encore une dernière chose sur ce que Laurent a dit,
J'espère juste que la fidélité de Yossi lui coûte pas un petit peu ce qui s'est passé avec Ray Bourque, qui a dû s'expatrier en fin de carrière parce qu'autrement il n'avait pas de chance de gagner. Alors là ils sont 17e je crois, ils ont encore des chances pour les playoffs, mais voilà. Puis par contre, pour en finir avec Nico, ils viennent de gagner le match pour la deuxième place 3-0 contre les Carolina Hurricanes. Donc je ne sais pas si on se rend bien compte, pour ceux qui grognent tout le temps, de la chance qu'on a en ce moment avec le hockey suisse. Voilà, très NHL en tout cas les casques d'or de ces messieurs. Hubert Weber, il y a une personnalité que vous avez envie de mettre en évidence. J'ai une petite idée, mais allez-y. Oui, pour moi absolument. Donc plus pour le hockey suisse, parce que malheureusement j'ai pas trop de temps encore de regarder le hockey international. Donc c'est le hockey suisse qui m'intéresse plus. Et je dois dire, j'ai été sidéré de voir David Desharnais au dernier match, mais c'est invraisemblable. J'avais des larmes dans les yeux quand j'ai vu comme il se battait, mais invraisemblable. Donc pour moi, le casque d'or pour David. Moi, c'était mon casque d'or la semaine passée. Voilà. Évidemment. Alors moi, mon casque d'or qui va être un petit peu provocateur, je vous avais prévenu avant le début de l'émission, mon casque d'or, je vais l'attribuer à Mark French, qui vient d'être élu meilleur coach de l'année en DL cette saison. Mark French, ancien entraîneur de Fribourg-Gotteron. Ça suscite quoi comme commentaire de votre part ? Ouais, j'ai du plaisir pour lui. Ici, ma foi, ça n'a pas marché avec lui. Ça marchait au début et puis après, ça n'a pas marché. Et puis quand ça marche pas, voilà, il faut tirer le fil. Qu'est-ce qui n'avait pas marché avec lui ? Je pense son langage vis-à-vis des joueurs, ça n'a pas passé. Il n'avait pas du tout d'émotion et nos joueurs, ils ont aussi besoin quelqu'un avec d'émotion qui est derrière. Et c'est ça qui n'a pas marché. Puis on avait vu, dès que Dubé avait repris, les émotions sont revenues et puis c'est reparti. Voilà, ça prouve encore bien une chose, c'est que le bon entraîneur, c'est le bon entraîneur avec la bonne équipe et les joueurs qui vont avec. Voilà, et être là au bon moment. Voilà, et puis c'est pas que c'est un mauvais entraîneur, c'est un entraîneur typé, et puis si t'as l'équipe qui va avec, il n'avait pas le profil pour cette équipe. Ça. Oui, et par contre, ça marche bien du côté de Ingolstadt où sans doute l'ambiance est très différente. Merci pour l'honnêteté de la réponse. On continue avec le casque de plomb. Allons-y. Mon ami. Vous savez qui c'est, mon ami ? John. Non, mon ami, c'est le juge unique. Ah oui, alors on a le même. Le juge unique. On était au match. Donc 3 matchs de suspension à l'encontre d'Anthony Rouillet pour l'infraction à l'encontre de l'arbitre pour abus physique. Le 4 mars à Genève. Après Guillaume Mayer, Sandro Schmidt, c'est au tour d'Anthony Rouillet. Les incidents sont plus graves. En effet, le HC Ajoie commence les play-outs mardi et il va rater le match 1, 2 et 3 pour la relégation. La situation est la suivante. Un puck part dans la zone défensive, le gardien le sort, il passe derrière le gardien, il regarde pour relancer et il percute l'arbitre. Le juge de ligne qui est en patinage arrière et qui n'a rien à foutre là. L'arbitre, il est en patinage arrière et il est... À l'époque, si vous vous rappeliez, des fois il sautait les arbitres pour se poser sur les bandes. Là maintenant il y a les plexis. Ouais. Mais franchement, là il doit être beaucoup plus bas et il est en train de faire une relance. Vous imaginez un petit peu... Pour faire un abus sur un arbitre, vous êtes en train de relancer le jeu, vous avez été en marche arrière, vous mettez en marche avant, vous voyez, vous êtes contre Genève, il y a un puck qui est indécis qui vient là, qui est dangereux, il y a votre gardien qui est sorti, vous devez relancer le jeu et puis vous touchez l'arbitre en même temps. Non, là, il y a vraiment c'est vraiment de la malchance, mais il y a vraiment aucun abus. Non, moi j'étais avec toi, Laurent, il y a un truc qu'il faut dire, Rouillet, il n'a même pas vu qu'il était tombé. Non, il a même pas rien vu. Il a pas vu. L'arbitre était au mauvais endroit. C'est pour ça que moi j'ai dit, j'espère que l'arbitre s'est excusé là. Parce que là, s'il a 3 matchs et 2300 balles pour ça, il y a un manque de bon sens à quelque part. Puis l'arbitre est tombé, mais il est sur sa jambe d'appui. Si d'un coup ça touche le genou, il peut le blesser aussi, le joueur. Donc on aurait dit quoi dans ces cas-là ? Donc là, non, il faut vraiment qu'on change ce règlement parce que c'est une catastrophe. Oui, vous souriez un peu parce que vous nous voyez très critiques, mais c'est pas la première fois cette saison qu'on a ce problème où il y a un accrochage entre un joueur et un arbitre. Et franchement, c'est pas forcément la faute du joueur, c'est aussi la faute de l'arbitre. Mais l'arbitre, lui, il passe à l'heure tout droit, on n'en parle pas. Il y a quelque chose à changer là quand même. Absolument. Je viens de réfléchir ce que je veux dire à qui donner casque de plomb. Alors je vous aurais dit d'une part la Ligue et puis l'association des arbitres. Ça c'est un des points, mais le deuxième point c'est aussi
Parce qu'ils sifflent toujours, soi-disant, quand ils prennent la visibilité aux gardiens. On a vu, c'est la même chose, c'est aberrant. Les joueurs savent plus quoi faire. On leur apprend toujours, il faut masquer le gardien pour que, surtout que maintenant on a des gardiens très très forts. On a eu des nouveaux gardiens qui sont venus de l'étranger, qui sont très performants. On peut juste aller devant pour essayer de leur enlever un peu la visibilité. Et puis après, quand on dit, oui, il y a le cul qui a légèrement dépassé. Mais surtout que le défenseur, il peut te pousser. Puis... Exactement. Donc ça, c'est une règle aberrante qu'il faut absolument changer. Et je comprends les joueurs. J'ai souvent critiqué, nom de bleu, nos joueurs. Pourquoi vous n'allez pas devant le but prendre la visibilité? Je les comprends parce que sans arrêt, les buts sont annulés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Mais ça, c'est un problème de dirigeants, non? Les dirigeants sont les premiers à râler, mais finalement, c'est aussi à vous maintenant de faire en sorte. Il y a des adaptations de règlements qui ont été faites dans l'arbitrage sur pression des dirigeants. Là, il y a urgence. Des entraîneurs de gardiens aussi. Comme on le disait, vous donnez l'exemple de cette vue masquée. Vous imaginez sur le but décisif de la finale un but annulé parce que tout à coup, il y a un bout de cuissette qui dépasse au-dessus de la zone du gardien. Exactement. À mon avis, les coachs des gardiens sont laissés emballer parce que oui, les gardiens, ça leur plaît pas, je comprends. Alors peut-être ils sont laissés emballer pour défendre. Les coachs des gardiens, ils veulent pas de goal, donc. Voilà, pour défendre cette idée qui était après repris dans un règlement que ça, je pense, il faut qu'ils reprennent et puis qu'ils changent. Ouais. N'empêche que si tu es entraîneur d'Ajoie, je pense que tu as les boules. Là. Franchement, là. Juste avant il avait un rôle très important. Oui, et puis son retour de blessure. Donc, il avait une défense quand même plus ou moins décimée aussi. C'est ça, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Bien, messieurs, je l'ai pas dit. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas aux têtes de course. On salue Philippe Neubuller au passage. On l'a prévenu aussi un tout petit peu en dernière minute qu'on lui ferait faux bon aujourd'hui. Nous sommes au Sport Café. Nous sommes à la BCF Arena où nous reçoit donc le président de Fribourg-Gotteron, Hubert Weber. Atmosphère plutôt feutrée. Il n'y a pas grand monde. Normalement, en cette période de la saison, ça devrait être bourré, plein. C'est un gros problème pour Fribourg, gros problème parce que on parlera toujours de hockey à Fribourg, mais gros problème parce que du coup c'est un mauvais coup pour les finances, c'est un mauvais coup pour l'image, c'est un mauvais coup pour beaucoup de choses. Hein, Hubert. Oui, évidemment, on est déçus, plus que déçus, vraiment, c'est invraisemblable, on s'y attendait pas, on n'a pas atteint nos buts fixés. But fixé numéro 1, c'était au moins 6e, classé directement pour les playoffs. Et on n'a pas passé, en plus on n'a pas passé les pré-playoffs, donc c'est un choc pour tout Fribourg. On a la chance d'avoir tout Fribourg derrière nous, mais si on perd, il y a aussi tout Fribourg qui n'est pas content. Ici, durant la semaine au Sport Café, on a un peu moins de monde parce qu'on a des problèmes de place de parc qui, j'espère qu'ils vont être réglés d'ici cet automne, enfin. Pour y arriver, s'il n'y a pas de match, c'est pas évident. Oui, si c'est lors du match, effectivement, ça se remplit déjà à partir de 5 heures et voilà, ça va nous manquer ces prochaines semaines. Et ça ferait la queue peut-être devant les caisses pour le billet de demain, pour le match de demain, malheureusement, qui n'aura pas lieu. Alors, on va parler beaucoup évidemment de Fribourg-Gotteron aujourd'hui. On va encore vite entamer notre petite rubrique concernant les questions du lundi. Un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on va quand même on va se laisser du temps pour parler de Fribourg et évidemment des séries qui se proposent à nous. Laurent, vous continuez ? Je commence là avec la question que j'ai reçue. Oui. Elle concerne Fribourg justement. Comment avez-vous trouvé l'attitude de Christian Dubé pendant les pré-playoffs et ses déclarations après les matchs? Hervé du canton de Genève. Moi je l'apprécie beaucoup, on l'a eu en interview et je l'ai senti frustré évidemment, très agacé. Et je sais pas comment retranscrire ce qu'on a pu voir à la télévision, mais en fait quand t'es à l'intérieur tu bouillonnes et j'ai l'impression que ce qui est très très difficile pour Christian Dubé, c'est le fait d'être dans la progression. Donc il a toujours progressé dans sa carrière de joueur, il a progressé, il a eu le courage, et c'est pour ça que je le respecte beaucoup, d'être directeur sportif. Et quand tu es directeur sportif en Suisse, vous savez ce que j'en pense, c'est quand même assez confortable malgré tout. Quand tu es coach, c'est beaucoup plus inconfortable, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, quand ça va pas dans leur club, Steinegger l'a fait, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, et puis Dubé l'a fait. Et là,
moi, ce que j'ai ressenti et ce que je peux répondre en tant que coach, c'est que en fait, il s'est un peu renfermé sur lui-même par rapport à cette non-progression. Et en fait, c'est pas les pré-playoffs en fait le problème. Le problème, c'est la saison et les hauts et les bas et les performances des joueurs qu'il a été chercher, les performances des joueurs suisses. Il l'a dit en interview après la défaite. Mais moi, je vous ai dit plusieurs fois dans cette émission que la problématique, elle est l'équilibre d'un vestiaire. C'est lorsque tu as des joueurs ici de la formation qui performent bien, qui sont un peu des idoles du canton, et que l'année d'après, tu passes de 4 à 6, et puis que du coup, le temps se dilue. Tu as un Berchi qui arrive, qui est un joueur très important international. Le temps se dilue encore et que tes statistiques baissent, évidemment. Et puis que d'un coup, il y a des performances qui sont moins bonnes, et notamment éliminées en pré-playoff. Qu'est-ce qui se passe ? Ton vestiaire, il est beaucoup plus compliqué à gérer parce que tout le monde est mécontent. Tout le monde est mécontent. Et moi, j'adore le hockey nordique. Hein. Je suis un fan du hockey nordique. Mais les Nordiques, quand ça va pas très bien, ils sont aussi très compliqués. J'en ai eu pas mal dans mes équipes. Ils sont très, très compliqués. Puis quand on a plusieurs, donc voilà, il y a des joueurs de très très haut niveau qui sont arrivés dans le championnat, des étrangers, mais vraiment de niveau international, voire NHL. Mais par contre, tu as des égos à gérer. Et tout ce petit monde-là ensemble, quand ça va très bien, c'est magnifique. Et quand ça va un peu moins bien dans le résultat, et puis à titre personnel, le coach, il passe des sacrées journées difficiles. Ouais, déjà, ce qu'il faut aussi peut-être pas oublier, parce que là, on parle juste de la fin de saison, mais une équipe, ça se construit 8 mois à l'avance, une année à l'avance. Donc, finalement, la déception est à la hauteur de tes espérances. Et puis, je pense que tu construis un puzzle. Quand on a discuté avec Christian, il était clair. Il a voulu améliorer son équipe. Il a eu plein d'espoir. Et des fois, ça marche. Et des fois, ça ne marche pas. Et par exemple, nous, on a l'exemple de Sorensen qu'on a vu en début de saison, qui était juste incroyable. Il se blesse. Après, vous avez eu le problème des gardiens. La gestion des gardiens, on oublie, les 3/4, même plus, 90% du championnat, vous étiez 6e, pas en dessous. Donc, tu crèves au poteau. Donc, la gestion des play-offs ou pré-play-off, pardon, forcément qu'il est déçu. C'est quelqu'un de très émotif. Donc, toute cette pression, elle te retombe dessus parce que quelque part, tu es déçu de tes choix, tu es déçu de tes joueurs. C'est un monstre état de déception, tout simplement. Et puis, comme je disais, si les pré-playoffs avaient été 3 semaines avant, ils étaient dedans et puis on parlerait autrement. Ouais. Ça tient à un fil. C'est pas qu'ils ont loupé les playoffs toute la saison. C'est qu'ils ont été bons à moins bons. Ils ont pas été réguliers, ça c'est vrai. Mais la régularité qui a été un problème. Ouais, et puis je pense que quelque part, quand tu te loupes au moment, la déception, elle fait plus mal. Quoi. Bien, Hubert Weber, je pense que vous devez partager en grande partie ce qui vient d'être dit quand même, vous connaissant. Oui, tout à fait. Bon, les critiques qui viennent des fois contre Dubé, pourquoi il bouge pas derrière le banc. Évidemment, les spectateurs, ils aiment voir un entraîneur qui bouge, qui parle avec les joueurs, etc. Chaque entraîneur... Vous le premier, j'ai lu ça quelque part. Oui, mais après, il faut savoir, chaque entraîneur, il a son style. Et les joueurs, ils connaissent avec le temps, ils connaissent le style de leur entraîneur. Et j'ai parlé avec 2-3 joueurs durant la saison. Pour eux, c'est aucun problème. Ils disent, on n'a pas besoin qu'ils viennent dire, voilà, il faut pas encore ci, ou bien t'as bien fait, ou t'as pas bien fait. Ils le savent eux-mêmes. C'est des pros. Et oui, Dubé, il prend chaque joueur en tant que pro. Il dit, t'es un pro, tu sais toi-même, et tu dois réagir toi-même. Ça ne veut pas dire que lors de l'entraînement, il dit les choses. Et puis je pense, lors des pauses, sûrement aussi. Moi, je ne vais pas dans la cabine, évidemment. Mais moi, je ne pense pas que là, c'est le problème. Le problème était, je pense, aussi un peu comme Zurich, début de saison, la même chose. Zug, ils ont juste encore rattrapé. Ils ont fait le parcours inverse de Fribourg. Les derniers 3 matchs. C'était effectivement un problème l'année passée. On a fait 2 ans un pas en avant. Tout le monde s'attendait, les joueurs aussi. Maintenant, on va passer encore un cran dessus. Donc, 2e, 3e, 4e place, c'est déjà presque donné. Maintenant, il faut encore avoir la réserve pour après passer encore aussi la demi-finale. Et puis, tout à coup, non. Chaque match, il faut gratter, il faut gagner chaque point. Et oui, on avait le gardien blessé, on était content que Hug a très vite repris, mais ça donne toute une autre dynamique dans l'équipe. Et tu viens de dire avant, Sørensen est
très très prometteur lors du Champions League. Début de saison était incroyable. Après, il se blesse. Voilà, il fallait changer les lignes. Et puis, il y a 2-3 autres étrangers qui n'ont pas performé au début. Rask a mis du temps à se mettre dedans. Exactement. Si après, alors c'est pas pour chercher des excuses, non, on a raté, fini, terminé. Après, bien sûr qu'il faut faire une analyse. Si on regarde les statistiques, moi-même, j'ai presque pas pu croire, mais évidemment, effectivement, on était 2e en power play. Et 5 contre 5, on était l'équipe avec les plus d'occasions. Ce qui manquait, c'était encore juste marqué. J'ai fait une demande à la Ligue pour l'année prochaine pour élargir les buts d'1 centimètre. Je pense que c'est pas le cas. Non, mais voilà, c'est pas une excuse, c'est un fait. Donc, au niveau tactique, on peut pas dire tout était faux. Oui, et puis comme toi tu viens de dire tout à l'heure, oui, Dubé, il voulait franchir la prochaine étape, comme nous tous. 2 pas en avant, maintenant 1 pas en arrière, peut-être, c'est l'occasion après de faire 3 pas directement en avant. Oui, on va continuer quand même sur la problématique Fribourg-Gotteron. J'ai encore oublié de préciser qu'évidemment, nous évoquerons encore dans cette émission la conférence de presse du Lausanne Hockey Club. Alors, surtout pour les Lausannois, restez bien avec nous parce que c'est vrai que ce matin, il y a encore eu conférence de presse avec des déclarations qui n'ont finalement étonné personne et on en parlera tout à l'heure. On continue donc avec Fribourg-Gotteron. Oui, j'entends quand même un cortège d'excuses. J'entends aussi qu'il faut faire son mea culpa et puis qu'il faut retravailler et penser positif pour l'avenir. Moi, j'appelle ça la méthode Coué. C'est-à-dire qu'on essaye de se convaincre que ça va aller mieux le lendemain, mais que finalement, on ne prend pas les mesures les plus drastiques, on va dire ça comme ça. Oui, alors j'ai été jamais ami des mesures drastiques. Ou à part si on voit comme quand on a dû séparer de French, alors vraiment, là il fallait. Non, encore une fois, surtout maintenant, malheureusement on a le temps maintenant de la réflexion. On aurait préféré de jouer, mais maintenant on a le temps. Il faut bien analyser chaque joueur. Il y a vraiment des joueurs qu'on s'y attendait pas qui vont si peu performer par rapport à la saison passée. Là, il y a une analyse à faire avec chaque joueur individuel et puis évidemment après avec le staff entier. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et puis après, tête froide, il faudra prendre la décision comment on va attaquer la saison prochaine. Encore une fois, il n'y a plus d'excuses, on a une équipe pour aller en tout cas en demi-finale. On savait avant le début de saison que ça va être plus serré avec les 6 étrangers, avec des gardiens beaucoup plus performants dans pratiquement toutes les équipes. Mais on a tout pour bien faire et maintenant il faut analyser, puis après il faut attaquer la prochaine saison. Alors on va écouter évidemment Laurent Perroton et Christian Ponty. Les questions à proprement techniques, elles ne sont pas pour vous, mais j'aimerais quand même savoir un peu quel était l'avis du président tout au long de la saison, un peu poste par poste, et je vous propose de parler d'abord des gardiens. Puisque Berra a été blessé, vous avez eu la chance d'avoir un Conoriaux qui a sans doute surperformé. D'ailleurs, ma première question là-dessus, c'est simplement, est-ce que vous allez bénir désormais le Lausanne Hockey Club de l'avoir engagé, parce que finalement c'est vous qui faites la bonne affaire, peut-être? Non, je ne sais pas. Maintenant, il faut voir déjà si Berra il peut jouer. C'était la suite de ma question, bien sûr. Évidemment, je suis content pour Conner qu'il ait eu un contrat. C'était logique qu'il ne veut pas rester numéro 2, qu'il veut être plutôt un 1A ou un B. Donc il fallait s'y attendre. Donc on espère que ça joue avec Berra au long de saison. Et puis maintenant on attire un nouveau jeune qui vient de Tourgoï, qui était un bon gardien, et qui n'a quasiment plus joué depuis qu'on a annoncé son arrivée à Fribourg. Ouais, on l'a laissé de côté. Malheureusement, mais on sait qu'avec David Wicher, on a un très très bon formateur, entraîneur de gardiens. C'est aussi grâce à lui que Conner a fait un grand pas en avant et je suis très confiant qu'on aura un très bon gardien numéro 2. Alors, supposez qu'avec Berra, ça se gâte un peu quand même. Messieurs, comment vous voyez la suite? Parce que avec, comment il s'appelle le jeune Meyer, c'est ça? Ok, mais on se retrouve dans la même situation finalement qu'avec les jeunes gardiens que vous aviez à disposition. Supposons qu'il y ait de nouveau un pépin avec Berra, quel sera le plan B? Mais juste, si je peux déjà dire un truc. T'as dit, vous avez eu la chance. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu de chance.
parce que ils ont décidé de faire confiance à Connor Hughes et ils auraient très bien pu aller chercher une licence étrangère. Et ça, c'est pas de la chance. Ils ont accordé la confiance à quelqu'un. Alors, David Débichère a fait son job. Dubé a décidé de lui faire confiance. Après, 1, 2, 3, la confiance est venue. Ils ont joué en fonction du gardien et ça a bien marché. Après, juste pour aller au bout des choses, Connor Hughes, je pense qu'il a surtout cédé au chant des sirènes parce que quand tu as un contrat qui, tout d'un coup, à 26 ans, tu as un contrat de pro, de presque qui double. Titulaire, voilà, qui triple, j'en sais rien. Qui triple. Peu importe. Ben voilà, c'était aussi une chose. Mais pour moi, ce qui est remarquable, c'est que Hughes, ça reste un backup. Et vous avez réussi à le faire performer comme un gardien numéro 1 pendant quasiment 3 mois. Donc, tant mieux pour lui. Il a fructifié ça, il a eu un bon contrat. Maintenant, dans la continuité, moi, j'en sais rien, je ne suis pas à leur place. Mais si je suis Dubé, je refais le même principe en partant du principe que Berra va être performant. Tu donnes la chance à un jeune, ça te coûte moins cher. Et si vraiment tu es embêté, il reste les gardiens étrangers. Donc je pense qu'économiquement, c'est une logique, c'est intéressant. Et puis je pense surtout, il y a des contrats. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que le backup que vous allez choisir, à mon avis, il va vous coûter un peu moins cher que Connor Hughes. Et puis, sur les prétentions salariales l'année prochaine de Connor Hughes en fin de contrat. Et de toute façon, après, le but, j'imagine que Berra, s'il est à son niveau... il va jouer 70% des matchs. Donc, je trouve que c'est intelligent comme choix. La tendance, c'est quand même que gentiment, Berra passe un petit peu plus la main, disons. Non, je pense pas. Et si sa blessure est nouveau 100%, ok, donc il va jouer peut-être plutôt 80%. Et pourquoi pas après encore rajouter 2 saisons. Un gardien peut sans autre aller jusqu'à 40, 41 ans. On a vu. Moi, j'ai plein confiance à Berra, mais après la santé, surtout blessure de dos, on ne sait jamais si ça revient. Je pense maintenant, d'après ce qu'il dit et puis ce que les médecins lui disent, le dos il tient. Psychologiquement maintenant, elle a aussi passé cette phase parce que c'est pas évident de revenir après une grosse blessure comme ça. Donc maintenant on aura tout l'entraînement d'été et puis oui, on doit rester calme. Pourquoi maintenant tout de suite investir un budget pour encore un gardien supplémentaire? On va faire avec Berra, avec un bon backup, avec Meyer. Et puis après, s'il y a des blessures, on regardera de jour pour jour. Et puis surtout, quelque part, ce raisonnement il est étayé par le fait que quand il est revenu au jeu, Berra était bon. Oui. C'était le bon Berra, c'est pas de sa faute, clairement. Un petit peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les 2 matchs contre Lugano, il était au niveau. Oui, d'accord. Ouais. Bien, aspect défensif toujours, mais cette fois-ci on passe à l'arrière-garde. Finalement, ça c'est la grosse satisfaction de la saison. Non, l'arrière-garde. En général, la défense. Oui, la défense, c'était très très correct, il faut dire. Une des meilleures défenses qu'on a eues ces dernières années à Fribourg. Ouais, l'année passée, c'était souvent le point faible. Voilà, la saison passée, c'était encore un peu mieux. Mais là, évidemment, à un moment donné, donc on était très bien en défense, début de saison, mais on marquait pas. Donc automatiquement, ils ont dû jouer un peu plus offensif. Et puis là, on avait quand même, ce qui n'est pas arrivé la saison d'avant, qu'on a tout à coup reçu 5-6 buts. Ça, c'était la saison d'avant pratiquement jamais. Là, c'est arrivé, mais c'est logique parce qu'on voulait plus, je pense, un peu plus aller en attaque. Mais sur la saison entière, défense très solide. Vainio, on a dit souvent dans cette émission que c'était peut-être l'étranger le plus sous-estimé, puis sans doute le moins payé de Suisse. C'était une bonne affaire. Est-ce que vous allez le garder ? Je pense pas. Non, ça c'est décidé. Il y a un nouveau qui va venir. Vous auriez pu le garder ? Oui, bien sûr que ce que j'ai entendu, bien sûr, il aurait voulu rester. Ça, c'était un choix. Justement, on a un certain budget. Dubé, il a son budget. Puis après, voilà, on avait toujours dit, Fribourg, avec les 6 étrangers, et toute la Ligue a dit, c'est pas pour aller chercher 6 étrangers top. C'était pour aussi un peu baisser le budget en général, parce qu'on peut avoir surtout en défense, des étrangers qui coûtent moins que des joueurs les joueurs suisses, 4e bloc, un peu moins trop payés. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, on ne savait pas qu'il y a la guerre en Ukraine, et tout à coup, vous avez 70 joueurs de KHL qui sont sur le marché.
Et qui ne sont pas gratuits quand même. Oui, et du coup, l'économie s'est transformée en jolis investissements, on va dire ça comme ça. Et tout le monde a profité de ça pour aller chercher ses cracks, quoi. Vous aviez déjà pas mal de contrats d'étrangers avant que la crise en Ukraine démarre vraiment. Vous auriez d'autres étrangers aujourd'hui si vous aviez attendu un petit peu plus ? Des étrangers plus chers, plus performants ? Je pense, Dubé, il aurait sûrement choisi quelqu'un d'autre. Il était en contact, mais comme il avait déjà dégagé un certain budget pour certains, un ou l'autre, voilà, ils ont choisi d'aller dans une autre équipe. Après, il y avait Kukkonen que je pense là, on a vu que ça avait pas trop bien joué et par contre Rask il a performé de plus en plus. Il a du potentiel. Mais je crois que c'est lui qui a tiré le plus de poteaux de toute la ligue. Il a eu vraiment malchance, quoi. Oui, puisqu'on parle des étrangers en défense, avec Vainio notamment, et puis bon, on va pas Gunnarsson, alors qui aurait été très bon. On va enchaîner directement avec l'ensemble du contingent étranger, Laurent. C'est un peu la déception, parce que finalement, on a relevé que individuellement, c'était de super joueurs, mais qu'on n'a pas finalement trouvé. Ils n'ont pas fait la différence qu'on attendait, quoi. Des Delarose et des Sorensen qui sont des joueurs de play-off, on les a pas. On n'est pas en play-off. Et voilà, c'était. Alors. On va parler chez les attaquants, le défenseur, on a fait le tour, c'est très bien. Les attaquants, ce qu'on peut dire Sorensen, pour moi c'est très insuffisant offensivement, surtout dans les matchs importants. Il marque beaucoup contre des équipes de bas de tableau. Il a fait des grosses séries avec beaucoup de buts sur des matchs et puis après transparent pendant certains. Et en fait, il est un peu trop nonchalant et il doit changer certaines choses parce que aujourd'hui, étranger en Suisse, c'est très très compliqué et il doit être performant sur les 52 matchs. Donc la constance, il a du talent, mais son langage du corps par moment et ses contre-performances, ça a été compliqué. Ensuite, Delarose, le problème de Delarose, c'est un joueur de play-off, mais les matchs contre Lugano, ça n'a pas été des matchs de play-off. Et ça n'a pas frappé du tout et du coup ce genre de joueur, je pense que lorsque ça devient très dur, qu'il faut faire des blocs chocs, que c'est dur, un vrai joueur de player, c'est dur dans les bandes, il s'exprime mieux et là ça a été un peu compliqué. Rask, moi j'ai trouvé de mieux en mieux. Après Kukkonen, moi j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé parce que en powerplay en début de saison, je l'observais, il avait pas ce rôle-là en NHL et il voulait y retourner et du coup il précipitait les choses. Et puis moi je trouve qu'il a aucun volume de jeu. C'est-à-dire que même quand il n'est pas dans des grands jours techniques où il peut faire des différences au niveau du scoring, il a pas de volume de jeu, donc il amène pas, il va pas. Ce que je veux dire par là, c'est que mentalement, il va pas plus défendre, il va pas faire plus de choses, du travail obscur, créer de l'espace, du temps pour les autres parce qu'il n'est pas dans un grand soir. Donc très déçu en fait finalement de ce joueur-là. Après, il va y avoir des changements. On a un gros défenseur qui arrive, qui va être à mon avis une attraction dans le championnat. Et puis voilà, il faut partir de nouveau de l'avant, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu un coup de massue pour les fans du hockey. Heureusement qu'il y avait Desharnais, quoi. Ouais, alors Desharnais, mais j'allais y venir. Quand même. Non, mais j'allais y venir. Desharnais, ça va être très très compliqué à le remplacer. Pourquoi ? Parce que déjà, des joueurs comme ça, capables de jouer devant la cage en powerplay, de faire des différences et d'être tellement malins, il y en a pas beaucoup. Ensuite, mais il y en a pas beaucoup qui jouent pour l'équipe et ensuite il est capable de gagner des duels, il est pas gros, hein, il est capable de gagner des duels, il est capable de gagner des engagements, il est capable de bloquer des shoots, il se sacrifie, c'est un leader dans le vestiaire et en fait lui sa carrière elle était derrière et il avait rien à prouver, mais justement il a toujours été professionnel et franchement c'est une grosse perte pour Fribourg mais pour le hockey suisse aussi et pour l'exemplarité pour les jeunes. Moi franchement à chaque fois que je décortiquais à l'aimant bleu un powerplay etc, moi Desharnais c'est le joueur que tu rêves d'avoir dans cette position là. Vous vous rappelez l'ancien hockey, hein, on avait des gars très robustes mais là maintenant justement on met beaucoup de pression, surtout que Gunnarsson est très fort à la ligne bleue, donc il y a énormément de pression de box play parce qu'on veut pas le laisser faire des jeux et Desharnais débloquait
beaucoup de situations. Et c'est pas par hasard qu'ils sont deuxième powerplay de la Ligue, Fribourg, avec une saison où ils finissent 7e. Donc oui, vraiment, au-delà du sportif, je parle de l'homme là, c'est une grande perte pour le hockey suisse. Je vais vous écouter, Christian, mais je vais juste rebondir sur un propos de Laurent. Si Desharnais a annoncé sa retraite, est-ce que vous auriez eu l'intention peut-être de le convaincre de continuer encore une année ? Parce que Desharnais l'année prochaine aura encore le même impact ou presque que celui de cette année. Je peux juste rajouter quelque chose avant que vous répondiez. Je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'après le match, après l'élimination à Lugano, j'étais sur le plateau à Léman Bleu et on était avec Rivera et j'ai dit à Rivera, moi si je suis Desharnais, j'arrête pas comme ça, je refais une saison. Voilà. Après, je connais pas les incidents familiales, etc. Est-ce qu'il y a eu discussion ? Alors évidemment, j'aurais bien espéré qu'il prolonge encore, qu'il revienne sur sa décision. Est-ce que vous l'avez proposé ? C'est ça que je veux savoir. Ben oui, j'ai parlé avec lui lors de la remise c'était encore avant le match contre Lugano, quand il y avait le top scorer, il y avait Dido et lui, ils étaient à côté, un à côté de l'autre. Et puis je dis à Desharnais, maintenant que Dido revient, ça tente quand même encore de faire une saison. Alors, ça le tente, évidemment. Pour lui, ça serait très bien. Mais non, il a pris la décision vis-à-vis de la famille qu'il ne veut pas. Puis, voilà. Mais évidemment, ça aurait été sensationnel s'il aurait encore une fois prolongé une saison. David, si tu nous entends. Reste s'il te plaît. Reste. Bien, Christian. Non, alors moi, je voulais juste revenir sur un truc qu'on a dit au début. On parlait de la défense. Juste pour pas parler que de la défense, ça, on doit quand même mettre au crédit de Dubé. Ce qui marchait bien cette année, c'était le système défensif de Fribourg et pas seulement les défenseurs. Et c'est lié à Connor Hughes. Et d'ailleurs, quelque part, toute l'énergie dépensée pour la défense, c'est peut-être aussi ce qu'on n'a pas pu mettre à l'attaque. C'est important de le dire parce que des fois on oublie, mettre un système avec tout le monde, les 5 joueurs concernés par le jeu défensif, c'est pas toujours facile. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont beaucoup plus défendu parce qu'il n'y avait plus Berra dans les buts. Exact, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, les joueurs ont assimilé le truc et ils ont joué pour le coach à ce moment-là. Et pour le gardien. Voilà. Après, pour les attaquants, pour les étrangers, voilà, moi je prends l'exemple du cas Sorensen. C'est presque un trop beau joueur. Il est très élégant, il est tout ce que tu veux, mais il n'est pas assez tueur. Et quelque part, à l'image d'un Dido, quoi. Et quelque part, c'est vrai que c'est un peu un nuage. C'est-à-dire que tu le vois jouer, il est incroyable et tout, mais comme dit Laurent, il a performé contre les petites équipes. Et c'est pas ce qu'on attend. Bien sûr que tu dois aussi performer, mais il a mis un gros ratio de goals contre les équipes de bas de tableau, les Langnau et autres. Donc ça, pour moi, c'est insuffisant. Il a raison. Après, peut-être que ce qu'il a manqué le plus dans les étrangers, c'est un gars avec un gros leadership, parce que peut-être rappeler que le dernier gros leader étranger que j'ai connu à Fribourg, c'est Sean Hines. Parce que Dido, on ne peut pas dire que c'est un leader parce qu'il est trop clivant sur d'autres choses. Mais je veux dire, voilà, quelque part, ça manque vraiment. Même si Gunderson fait son job et tout, mais peut-être que ça a manqué à un moment donné. Et puis, peut-être aussi vraiment préciser que le passage à 6 étrangers, ça a aussi été très nocif. Enfin, c'était très compliqué pour certains joueurs suisses qui ont eu moins de temps de jeu, moins de confiance. Voilà, je pense que le problème, c'est que l'année passée, le powerplay de Fribourg a tellement bien fonctionné que quelque part, ça a aussi caché d'autres choses. Et quand le powerplay marche moins bien, tout devient beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas oublier que finalement, ils ont quand même pu se reposer sur un système défensif qui a fait que les 3 quarts du championnat, ils étaient dans les 6. C'est un sacré chantier, là, visiblement. Qui vous attend encore avec ces étrangers? Non, je pense pas. Ce qu'on vient d'écouter, il y a beaucoup de choses qui étaient bien. Mais non, il manque quand même mettre des noms, là. Mais non, il manque encore un bon centre pour remplacer Desharnais. On a le retour de Dido, on a Sørensen et Delarose qu'on sait qu'ils pourraient faire encore mieux que cette saison, donc je reste persuadé qu'ils vont faire un pas en avance. Ça sera la 2e saison chez nous.
On a vu comme ils jouent très bien à l'équipe nationale en Suède, donc je pense maintenant ils vont faire un bon championnat. D'ailleurs, ça leur a fait beaucoup de bien. Hein. Mais oui, exactement. Ici, puis, un jeudi soir à Fribourg. Voilà. Et ils vont revenir, je pense, encore plus fort. Derrière, on a déjà parlé avec Gunnarsson et le nouveau Suédois aussi. Donc, il nous manque maintenant encore un très bon centre que, évidemment, comme vous avez dit, ça va pas être facile de remplacer un Desharnais, mais il reste maintenant du temps pour chercher. Laurent. Si je peux me permettre, moi je pense que le très bon centre, il doit pas être seulement très bon centre. Ça doit être vraiment un leader, mais un leader de vestiaire qui va justement canaliser un petit peu les stars. Je m'explique. Vous aimez bien cette expression. Sorensen et Dido, si ça va pas, il va falloir avoir un mec qui s'occupe de ça aussi, parce que le coaching staff, des fois il y a des choses qui se règlent dans le vestiaire sans les entraîneurs. Est-ce qu'un Desharnais aurait pu faire d'ailleurs ? Ce qu'un dernier aurait pu faire. Donc c'est pour ça que ce jour-là va être... Et je vais même plus loin dans ma réflexion, c'est que peut-être une autre nationalité. Parce qu'attention, vous savez qu'avec l'arrêt Bosman, d'où je viens, on avait des fois 12 étrangers. Si vous aviez 10 Tchèques, c'était compliqué pour le Canadien. Donc voilà, même si on a évolué dans le temps et qu'on est dans une autre ère, attention à ça. Et justement, cette année, quand on dit on va faire un bilan, pour moi le bilan c'est la gestion du vestiaire et la gestion des attitudes, et puis justement quand ça va pas, peut-être qu'il y a personne on a vu pas assez de leaders se lever pour gagner contre Lugano, mais ça vient de tous ces petits détails là. Donc le leader qui va arriver, il doit être très efficace évidemment sportivement, mais il doit être très très efficace aussi dans la gestion entre les joueurs suisses et les joueurs étrangers et le relais du coaching staff. C'est pour ça que je dis que ce choix-là, il va déterminer, selon moi, la saison de Fribourg. Pour tout cet équilibre-là. Ouais. Profilage. Alors, pour gérer tout ce petit monde, il faut un vrai patron. Ça a été sans doute la déclaration qui a été la plus reprise après l'élimination contre Lugano, c'est celle de Christian Dubé, qui remettait en doute, sans doute d'abord sur le coup de l'émotion, sa double casquette de coach et de directeur sportif, mais en tant que président, Hubert Weber, ça n'est pas tombé quand même dans l'oreille d'un sourd, et vous avez enclenché une réflexion, peut-être pas ce jour-là, peut-être déjà depuis un petit moment, en vous demandant est-ce qu'effectivement ça reste la solution d'avenir pour Fribourg que d'avoir le même homme pour les deux casquettes. Avez-vous avancé dans cette réflexion ? Non, pas encore. Encore une fois, il y a une année, on lui a donné confiance et on était très confiants. Puis on vient de dire, il y a beaucoup de choses qui ont marché. Maintenant, on va analyser très calmement un entretien que le staff aura au courant de cette semaine avec chaque joueur. Et puis après, on aura un entretien, nous, avec le staff, pour voir où ça coinçait, qu'est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut changer quelque chose, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose. Nous, on reste ouvert pour le moment. Je précise, il a un contrat de encore 2 ans. On n'a pas dans l'idée de rompre des contrats. Après, c'est un double contrat, on peut dire. Oui, c'est un double contrat. Qu'il reste soit coach, soit plus vraisemblablement directeur sportif, on ne peut pas parler ça d'échec parce qu'il ne quitte pas l'organisation. Simplement, sa tâche serait un petit peu différente. On ne peut pas parler d'échec. Donc là, vous êtes un peu tranquille. Il n'y aura pas tellement je ne pense pas que les critiques vont fuser. Par contre, c'est une véritable décision stratégique à prendre. Oui, et puis ça, on va l'apprendre ensemble. Encore une fois, je répète, Dubé, il aime Fribourg-Gotteron. Et là, il va pas être égoïste et dire parce que moi je veux. Et puis s'il a l'impression que c'est pas bien pour le club, il va changer son rôle. Si ensemble on pense que de garder ce rôle, mais peut-être modifier une ou l'autre chose, parce qu'on a quand même encore Pavel Rosa, on a encore Gerd, etc. Peut-être il faut modifier quelque chose, mais on prendra la décision ensemble. Des changements à Fribourg, on peut envisager un peu partout, aussi dans les bureaux par exemple, où l'ambiance n'est pas forcément toujours très bonne. On a entendu plein de choses, alors à vous maintenant de confirmer ou d'infirmer. Même chose avec les petits problèmes avec les étrangers, ces nationalités qui s'affrontent. Vous savez, normalement, s'il y a des choses qui ne marchent pas et puis qu'on ne peut pas les remédier, communication, marketing, etc.
Et les gens qui avaient l'habitude de faire tout eux-mêmes, seuls, tout à coup, bien sûr, ils n'arrivent plus à suivre, mais ils aimeraient le faire eux-mêmes parce qu'ils étaient tellement fiers de pouvoir faire tout eux-mêmes. Tout le business model qui change. Et tout à coup, il y a tout qui change. Alors, il faut s'habituer. Et en plus, il y a le CEO qui change, heureusement, avec d'autres qualités, aussi d'autres défauts, comme chaque être humain. Les gens ils doivent s'habituer qu'il y a un autre CEO. Et si je regarde un peu en arrière, je suis très content comme ça s'est passé. Je m'attendais que ça va à gauche, à droite, un peu faire du bruit et puis que ça va pas être facile. Et c'est là, je dirais encore, mon job en tant que président d'essayer de calmer le jeu et de renforcer où on doit renforcer, d'adapter petit à petit notre business model. C'est déjà une chose, on est content qu'on a vu que le business model fonctionne. On arrive à remplir le patinoire, on arrive à générer le marketing ou le sponsoring et la gastronomie, elle marche très fort. Ça, c'est devenu essentiel même. Oui, essentiel. On est maintenant, grosso modo, dans les revenus, un tiers sponsoring, un tiers ticketing, un tiers gastronomie. Donc, c'est un bon business model. On n'est pas dépendant d'un ou deux sponsors. On a 640 sponsors. Alors, ça, c'est un grand avantage, mais c'est aussi un grand travail parce qu'il faut s'occuper de soigner 640 sponsors, mais c'est une grande chance. Donc, on est dans cette phase de transition, en même temps dans une euphorie maintenant, enfin d'aller chercher ce titre. Je répète toujours, on avait fait une vision en 17, on avait fait une vision 17-20. En 20, on a regardé qu'est-ce qu'on a atteint, on a atteint pratiquement tous les points qu'on avait mis dans la vision. On a décrit la vision 20-25. Donc, dans la vision, c'était marqué jusqu'en 25 pour aller chercher le titre. Enfin, je dis de pouvoir jouer pour le titre. Après, d'avoir le titre, il faut encore la chance, etc. Mais vraiment être dans la course. On a pris 1 année et demie de retard à cause de Covid, comme d'autres aussi, mais ça nous a effectivement, au niveau budget, ça nous a mis un peu en arrière. Et si je regarde maintenant, même avec cette année et demie de retard, on est encore dans le chemin pour jusqu'en 25 pour jouer pour le titre. Avec une situation financière saine, puisque le pré-Covid, notamment, sera remboursé d'ici peu, je crois. Oui, on a toujours dit, la première chose, c'est rembourser le pré-Covid. Donc, jusqu'en janvier 24, on va y arriver. Maintenant, si on aurait passé les playoffs, puis encore plus loin, on aurait voulu faire des réserves parce qu'on a quand même encore des projets pour des places supplémentaires, un projet pour un musée, un projet pour renforcer les ladies qui sont montées maintenant en première division et pour encore renforcer le mouvement junior. Maintenant, il y a un ou l'autre des points qu'on devrait un peu mettre en arrière, mais on reste dans un budget correct et on va en tout cas pas s'endetter. D'ailleurs, si je peux préciser un truc, parce que des fois on oublie, Fribourg c'est une institution, mais déjà premièrement au niveau de la capacité de la patinoire, au début, moi quand j'ai vu 9000, je fais waouh, ils sont ambitieux parce que l'ancienne elle n'était pas tout le temps pleine. Et là, franchement, respect, vous avez fait un sacré job. La qualité de l'accueil, ça fait beaucoup. Oui, aussi, mais alors c'est là où je voulais en venir. Bien sûr que c'est un club cantonal, mais voilà, quand tu es à Fribourg, tu n'as pas l'impression que tu es dans une patinoire d'une ville de 30 000 habitants. Et puis ça, honnêtement, en termes d'envergure, c'est respectable, je trouve. Parce qu'il faut oser, je pense, faire une patinoire de 9000 personnes à Fribourg, moi je m'étais dit 7000, 5000, 9, et elle est souvent pleine, voire tout le temps pleine. Et puis après, comme il dit, mais business model, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Et par exemple, moi je suis venu voir des matchs à Fribourg, au niveau du catering, tu es servi en 10 minutes. Je veux dire, ça, typiquement, à Berne, tu as l'habitude, mais à Fribourg, c'est nouveau. Et ça veut dire que derrière. Vous savez ce que vous dites là, ça va avoir de la peine à passer à Fribourg parce que vous êtes en train de dire bienvenue à la campagne. À la campagne, on sait aussi vivre. Je vous signale quand même. Non, mais si vous êtes en train de parler comme un citadin, comme un Genevois, comme un Lausannois, comme un Zurichois, comme un Bernois. Je vous reprends quand même. Une ville de 30 000 habitants. Ouais, écoutez, mais justement, c'est honorable. C'est un compliment. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu sois à Fribourg ou à Zurich. C'est un club cantonal. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Que tu sois à Fribourg ou à Zurich, tu vois pas la différence quand tu es dans la patinoire. Et ça, c'est quand même
Alors, oui, exactement. C'est un tout. Avant, il fallait faire attention qu'on n'arrivait plus à servir les intéressés avec des abonnements avec l'ancienne patinoire. Après, il faut tellement faire attention. Je me rappelle. N'oubliez personne. Oui, puis je me rappelle quand je suis arrivé au conseil d'administration, quand il y avait des réclamations, quand l'administration disait il faut qu'il soit content qu'il ait un abonnement. J'ai dit stop. C'est fini ça. Maintenant, on aura la possibilité de vendre beaucoup plus d'abonnements, donc on doit travailler là-dessus. Et on a essayé vraiment de travailler là-dessus, de plus aussi intégrer la partie alémanique du canton où je fais partie. Alors là aussi, l'arrivée de Berthier a beaucoup aidé. C'est un des nôtres, entre guillemets, de la Saint-Gine, et de faire des offres d'abonnement à un prix attractif. Je répète, on a des abonnements assis pour 990 francs, inclus play-off, tout, inclus les Champions League, ouais. Ici même pré-play-off, mais enfin, c'est assez attractif, et on n'arrête pas de s'améliorer. On doit s'améliorer jour pour jour pour que justement, là, on est tout le monde déçu, évidemment, mais s'ils voient qu'on travaille, qu'on bosse, ils disent c'était pas bien, mais on revient. Et après les premières réactions, évidemment négatives, plein de mails de vous êtes faux, vous êtes con, vous êtes ci, etc. Coup, et maintenant, aujourd'hui, ils reviennent déjà. Ouais, mais enfin, j'y crois quand même. Tu sais, tu peux compter. Je vais rester sponsor. Je vais garder l'abonnement. Pour nous, ça nous incite maintenant de tout faire encore mieux. Et d'ailleurs, juste si je peux encore finir. Très vite. Bienne, qui fait des résultats exceptionnels, ont de la peine à remplir sa patinoire. Et Genève, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était pas plein. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout une question de ville, de campagne. C'est remplir ta patinoire, c'est pas facile, tout court. On est d'accord. Messieurs, rapidement encore pour peut-être clore le chapitre Fribourg, on va quand même parler un tout petit peu de Lausanne et puis rapidement quand même, peut-être si on a le temps des futurs duels. Fribourg, encore un petit mot ? Non, moi c'est bon, j'ai eu toutes les réponses. Tout va bien. Je peux vous poser une dernière question embêtante ? Attention. Oui. Allô Hubert, bonjour, ici c'est René Fazel, j'aimerais venir voir un match, est-ce que je suis accueilli ? Oui. Il est venu d'ailleurs déjà 2-3 fois entre-temps. J'aimerais quand même dire ici, il a une demi-loge, même, et puis il donne ses cartes à des autres amis du club. Son truc privé, c'est son truc privé. Puis... Mais vous avez quand même discuté de la possibilité de retirer son nom de la patinoire ? Pas retiré dans le sens pour ce qu'il a fait. Ouais. On a d'autres choses qu'avec les noms ici, la patinoire. Il faut bien savoir, à l'époque, on avait retiré des numéros et puis on avait suspendu des maillots. Ouais. Déjà, en sachant qu'on a une nouvelle patinoire, on avait l'idée de plus mettre des maillots, suspendre des maillots, mais de marquer des noms. Et ce qu'il y a eu, parce que dans tout ce qu'il y avait à faire pour la nouvelle patinoire, normalement l'idée c'était de ne pas mélanger les noms de joueurs avec des noms des bienfaiteurs, etc. Et on en a plein qui ont fait beaucoup de choses pour Gotteron qui peut-être ils étaient oubliés. On est en train de aussi récolter toutes les membres d'honneur, qu'il n'y avait jamais de liste. Mais là, je dis, ça n'a rien à voir avec René Fazel. C'est depuis 1 année et demie qu'on est en train de travailler là-dessus parce que déjà après pour le musée où chacun va trouver sa place. Exactement. Le musée, ça sera ma dernière question. Justement, s'il y a quand même un nom qui manque ici à la patinoire, c'est bien celui de Jean Lussier. Mais ça, on pourra peut-être en parler. Je pense que je ne dois pas être le seul à le dire. Jean Lussier, évidemment, mais il y a aussi Hubert Udria. Bien sûr. Et puis il y a Ludie Kirby qui a fait tellement de choses. Et c'est ces choses qu'on veut réparer avec des nouvelles catégories de personnes. Bien, Hubert Weber, on va maintenant parler un petit peu de Lausanne Hockey Club. Ça va vous faire sourire parce que les deux loustiques que j'ai avec moi, là, ils ont des avis bien précis sur ce qui s'est passé ou pas passé ce matin, en fait, en conférence de presse. Oui, alors dans les grandes lignes, si j'ai lu un petit peu le communiqué, donc Foust est confirmé dans ses fonctions. Suomela a signé, mais on ne parle pas d'une éventuelle clause, ce qui, à mon avis, clause libératoire, et comme il devrait sans doute partir en NHL. Mais parce que vu les statistiques qu'il a, je le vois mal pas recevoir de clause de proposition de NHL. Après, ça ne veut pas dire qu'il irait. Juice confirmé aussi. Gernat sur le départ.
Ça, c'est un peu une surprise parce que c'était quand même un des bons défenseurs. Pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça donnerait peut-être du temps de jeu à un Sidler. Donc ça, pour moi, c'est compensé. D'un côté, Gernat, c'était pour moi un des étrangers qui a livré la marchandise. Et puis d'un autre côté, ça donnera peut-être du temps de jeu à Sidler. Lorikainen a annoncé partant, ce qui est qu'à moitié étonnant d'un autre côté, puisqu'ils ont quand même signé Connor Hughes. Quand il y a Pouyanov, c'est Hughes. Voilà, c'est ça. Et puis je pense un peu même option que Fribourg. Si tout d'un coup ça va pas, peut-être qu'ils vont se retrancher sur un gardien étranger, un autre. Pas de nouvelles de Maillard. Alors je sais pas ce que ça veut dire ou ça veut pas dire. Il a signé à l'heure. Probablement, mais en tout cas ils ont rien dit. Kalof et Panic ainsi que Krakauskas, partant. Et puis autrement, point d'interrogation pour Rochette, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc après, c'est une conférence de presse type Lausanne, où on dit que, qu'on annonce. On annonce en fait le futur, mais il n'y a pas de débriefing. Pour moi, c'est un peu ça que je trouve dommage. On va faire notre mea culpa. Si on était présent quasiment en direct la dernière fois, on n'y était pas ce matin pour des raisons pratiques. Mais c'est vrai que sur la base de ce qu'on a pu apprendre par communiqué, finalement, il n'y a rien de très exceptionnel. Il y a quand même le départ de Gernat qui n'était pas prévu. Alors pour répondre à Christian par rapport au départ de Gernat, Gernat était quand même engagé par Svoboda, était proche de Svoboda et en interne, est-ce qu'il l'a bien vécu ? Ça c'est une première interrogation. On fait venir Juice qui est un défenseur très offensif et Gernat en powerplay on a vu que c'était pas efficace. Et je pense qu'il y a, si d'un côté il y a des envies de départ et de l'autre côté il y a le coach qui, en re-signant pas Lorikainen, veut peut-être un autre défenseur étranger qui soit type Love, comme je vous avais parlé, un défenseur qui est capable de jouer 30 minutes défensif, etc. On peut tranquillement laisser partir Gernat parce que tu as Juice qui sera beaucoup plus performant dans le profil qu'on veut. Ensuite, en fait, les clubs ils sont dans la communication, donc on voit dans tous les clubs, on est obligé de communiquer, ça communique différemment. Moi, il y a 5 lettres que je veux retenir, c'est le B, le I, le L, le A et le N, le bilan. J'aimerais que de temps en temps, on fasse un bilan. C'est bien beau de dire on veut aller dans la continuité, etc. Mais à quel moment on fait un bilan ? Donc c'est ça que je reproche depuis des années, c'est qu'on ne fait pas de bilan. Et comme on ne fait pas de bilan, on fait des annonces. Évidemment, elles sont magnifiques les annonces, les joueurs qui sont annoncés. Et puis pour le championnat, et je reviens pour le hockey roman, c'est juste magnifique pour le hockey suisse. Mais par contre, si chaque année on fait des annonces pour faire oublier le bilan, on va l'année prochaine refaire des annonces pour faire oublier le bilan. Et puis ça fait 20 ans que ça dure. Donc à un moment donné, voilà, moi c'est juste là où j'aimerais qu'une fois, je crois que les dirigeants, le jour où ils vont comprendre qu'en étant sincère et franc, M. Weber est venu aujourd'hui, il a répondu à des questions très délicates. Je trouve qu'il y avait des questions très très délicates. Et là, Chris Wolf était venu à notre micro et je l'avais trouvé très bon à cette période-là. Je pense que ça va évoluer. Et c'est un canton qui est particulier, c'est un grand canton, il y a beaucoup de fans dans ce canton, mais à un moment donné, il faut leur parler correctement et avec efficacité, puis dire les choses. Et puis là, c'est pas le cas. Juste préciser, tu as raison. Il ne faut pas oublier que Lausanne, avec la saison qu'ils font, ils ont encore 7000 personnes de moyenne. Non, mais c'est ce que je te dis. Ils ont un potentiel public incroyable. Imaginons qu'aujourd'hui, ils fassent un jour les demi-finales. Mais c'est de la folie. Il faut mettre des écrans géants partout dans la ville. Donc, justement, tu as cette sens-là. Alors, moi, quand je parle de bilan aussi, on a annoncé que le président allait partir. Il fait quoi finalement ? On a annoncé certaines choses. Voilà. Moi j'aimerais que aussi dans ces situations de fin de saison, le coach aussi s'exprime en disant voilà, moi je suis arrivé, j'ai pas construit cette équipe, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce qui m'a déplu. Et puis voilà, et puis ça fait partie du sport. Il y a quoi à cacher là ? Il y a rien à cacher. Tu as raison. Typiquement, l'entraîneur pouvait faire un bilan. J'ai repris l'équipe dans
ces conditions, on a fait ça. Puis par exemple, il peut très bien dire, moi, Gernat, dans le profilage avec l'arrivée de Juice, moi j'ai besoin d'un autre joueur, et puis que lui il se sentait pas super bien là, il avait envie de départ, donc on a trouvé un consensus. Mais voilà, et du coup ça évite encore des polémiques. Moi ce que j'ai envie, c'est qu'on arrive mi-septembre et qu'on commence et qu'on voit Lausanne jouer et qu'on arrête de parler d'autre chose. Effectivement, Ward, on va essayer de le croiser aussi. Par contre, ce matin j'ai fait une demande pour pouvoir avoir un entretien avec Patrick Depreux et avec John Foust aussi, pour leur permettre de s'exprimer sur certains points sur lesquels nous étions en profond désaccord. Moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, pour conclure, Laurent, c'est que vous, ce seront ces 5 lettres, B-I-L-A-N, qui ont retenu votre attention. S'il y avait 5 lettres que vous auriez utilisées un peu plus tôt dans la saison, et là, je fais le lien avec Fribourg parce que c'est Jean Martinet qui utilisait ce terme-là, c'est la règle des 5 C, commander, contrôler, corriger, coup de pied au cul. À votre avis, c'est ce qui aurait dû être sans doute fait un petit peu plus tôt dans la saison du côté de Lausanne, notamment. Voilà, on va en terminer là avec Lausanne, si vous êtes d'accord. On arrive au terme de cette émission. 2 petits mots quand même sur les 2 matchs de demain, parce que c'est important, c'est surtout que les 2 clubs romans jouent demain. Il y a aussi Ajoie qui joue, et on va aussi rappeler qu'on en parlera mercredi, puisqu'à partir de cette semaine, nous avons un premier bloc le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc 3 émissions par semaine, ça nous permettra de nous étendre évidemment sur les matchs. Alors vite, 2 mots sur les matchs de demain. Rapidement, Genève-Lugano, moi ce que je pense, c'est que c'est le meilleur tirage pour Genève, même si Lugano joue très très bien, parce que c'est pas une équipe qui est intense et physique. Bien un tirage extrêmement compliqué. Donc voilà. Après, on espère que du côté d'Ajoie, on commence bien demain à Langnau, malgré cette mauvaise nouvelle avec Anthony Rouillet. Mais je crois que moi, ce que je vais regarder demain, c'est nous on commente un autre match, mais ce que je vais regarder en replay, c'est Bienne-Berne. Oui. Alors moi, je vais juste venir sur une chose toute bête. Je me suis amusé à regarder dans le cadre de ces quarts de finale tous les gardiens et tous les backups, avec avantages et inconvénients. Donc, pour faire assez vite, sur la série Genève-Lugano, je donne mon avantage au niveau gardien à Koskinen, au niveau backup à Genève, c'est-à-dire Mayer plus que Schlegel, à la limite. Bienne, Sateri, c'est plus fort que Wittrich pour moi. Et Zurich, par rapport à Davos, avec Roubaix, c'est plus fort aussi qu'Eschliman, je pense. Rapi versus Zug, Genoni quand même. Pourquoi tout ça ? Parce que simplement, on sait très bien que tout d'un coup, en play-off, tu vas jouer, ça va être un jeu beaucoup plus fermé. Ton gardien, c'est très important. Et pour parler de leadership, je voulais juste sortir une phrase de Patrick Roy avant de gagner la Coupe Stanley. Il s'est levé dans le vestiaire, il a dit aux gars, les gars, mettez un goal et on va gagner. Voilà. Moi, j'ai juste fait un petit lapsus. J'ai tellement dans mes dates et entre toutes les émissions de radio, de télé. En fait, demain, évidemment, on fait Bienne-Berne, c'est ce que je vais commenter. Et en replay, évidemment, je vais regarder Genève-Lugano parce qu'on les a suivis. Puisque l'aimant bleu diffuse, on le rappelle, les matchs de play-off. Exactement. Évidemment. Demain, Bienne-Berne. Président Hubert Weber, vous regarderez quoi ? Plutôt Genève-Lugano ou bien plutôt Bienne-Berne ? Bienne-Berne, je fais encore un petit sponsor à Bienne aussi. Ah, voilà. c'est aussi des amis là-bas. Donc je vais regarder Bienne-Berne. Bien, moi ce que je vous souhaite, c'est une bonne fin de saison, donc ça c'est déjà terminé. Par contre, je réservais une dernière question. On parle de ce musée. Expliquez-nous quelle est l'idée exactement. Vous voulez un musée de Gauthieron, un musée du hockey à Fribourg ? Vous voulez quoi exactement ? Oui, on veut un musée pour expliquer l'histoire et puis toutes les différentes étapes de Fribourg-Gauthieron, commencé en 1930. Comme le FC Barcelone, quoi. C'est 36, un peu dans la même idée. Et on a défini 50 différentes thèmes et on a déjà commencé, mais maintenant il faudra encore pouvoir l'exposer. On a besoin un peu de l'argent pour faire un joli musée. On va travailler là avec des gens proches, avec Hubert Audria, avec Lydie Quebeau, avec deux journalistes aussi, et des gens proches du club. On a déjà récolté pas mal de choses, mais maintenant il faut le mettre ensemble et puis encore mettre les textes. Voilà. Alors si je peux juste me permettre un commentaire, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Davos. Oui, évidemment. Vous avez vu comme c'est magnifique ce qu'ils ont fait à l'intérieur. C'est un musée ambulant presque, c'est contre les murs. Ouais. Mais c'est vraiment toute l'histoire du club en tournant autour de la patinoire. C'est magnifique. Alors c'est exactement l'idée. L'idée, on avait déjà avant, mais évidemment, j'étais voir chez mes amis à Davos aussi, qui m'avaient invité pour l'inauguration du musée. C'est exactement dans le même style, autour de la patinoire de la galerie utilisée. La
premier étage, tout autour, pour faire les différentes étapes. Donc ça serait une manière d'emménager un peu aussi la patinoire ici à Fribourg. Exactement. On est content de voir que ça bouge également à ce niveau-là, parce que ça peut être également finalement un objectif de visite supplémentaire. D'ailleurs, pendant qu'on est dans les idées... On se dépêche. Si je peux me permettre, il va dire. Ouais. Si je peux me permettre. Il y en a qui disent... Non, mais il y a un truc qu'ils ont fait très bien du côté de Bienne. Ils ont fait des ascenseurs personnalisé avec les joueurs. Donc tu as l'ascenseur Gaëtan Boucher, tu as l'ascenseur Marc Leuenberg, tu as l'ascenseur Olivier Anken, et c'est vraiment magnifique. Voilà. C'est pour l'idée. Faut aller voir un match à Bienne. Du coup, vous allez avoir le retour de la salade Lucier ici. Pourquoi pas. Ici au restaurant. Un grand fan. La pizza. De la salade Lucier, oui, et puis Lucier aussi d'ailleurs. On salue, peut-être qu'ils nous écoutent aussi, puisqu'on peut nous entendre au Canada et que nous avons des auditeurs au Canada. Bien, merci beaucoup Hubert Weber de nous avoir rejoints aujourd'hui. On pourra encore discuter beaucoup plus longtemps sur Fribourg, mais enfin voilà, l'actualité fait qu'aujourd'hui Fribourg malheureusement est un petit peu dans la bordure, mais je pense que ça va encore bientôt bouger, qu'on n'a pas fini de parler de vous ces prochains jours, ces prochaines semaines. Merci messieurs d'être venus. Donc nous étions au Sport Café à la BCF Arena à Fribourg. On se retrouve mercredi, vraisemblablement cette fois-ci du côté du tête de course à Nyon pour notre première émission du mercredi. Ça sera la combien 42, 43 ça sera la 43e mercredi. Plus que 7, il faut que je prépare mon texte. Oui, plus que 7 avant votre rap, effectivement. En tout cas, on vous encourage à aller voir plein de matchs de hockey sur glace, quel que soit le niveau. Il y a les playoffs à peu près. On arrive gentiment dans les demi-finales. Swiss League, MySports. Partout. Des matchs décisifs en My Hockey League. Voilà, exactement, puisque le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et vive le hockey roman. Merci. Au revoir. Merci.